coach agile. Le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il a été fait avec ma partenaire qui s'appelle Hélène Soulard. On est donc tous les deux coachs agiles dans une équipe chez Decathlon. Aujourd'hui, cette équipe elle représente à peu près 200 à 220 personnes. Quand on a commencé ce travail, il y avait une trentaine de personnes. Voilà, un petit élément de contexte pour vous expliquer un petit peu notre parcours. On va parler d'Accelerate aujourd'hui, on va surtout parler d'amélioration continue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier tous les sponsors et les partenaires pour nous permettre d'être tous réunis aujourd'hui. Merci pour eux. Alors, il y a un outil à la mode qui s'appelle ChatGPT et j'ai été lui demander un petit peu s'il était capable de me définir l'agilité. C'est sa réponse. L'agilité dans un contexte général se réfère à la capacité d'adaptation, de réflexion rapide et de flexibilité face aux changements ou aux défis. C'est une partie de la vérité. Il continue en disant dans le domaine du développement logiciel, par exemple, l'agilité est également une approche méthodologique favorisant la collaboration et l'ajustement continu des processus. Il y a une certaine forme de vérité là encore. C'est bien beau, mais dans quel but on voudrait être agile? Alors, il continue, il dit l'agilité vise à améliorer la réactivité et l'efficacité des organisations. Sur cette partie-là, je suis plutôt en phase aussi. Et il continue en disant, en favorisant la collaboration, la communication et les ajustements rapides, elle permet de s'adapter aux évolutions du marché, de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et d'optimiser le processus de développement. Voilà. Je vais arrêter là avec ChatGPT. C'était histoire de cadrer un petit peu l'histoire. Moi, je vais juste... Alors, il rajoute, juste une chose. Cela contribue à une meilleure livraison de produits ou de services de qualité. Donc, c'est vraiment une vision très, très pragmatique des choses. Moi, je rajouterais juste, en fin de compte, être agile, c'est devenir performant et efficient, mais de manière durable et soutenable. Parce qu'on peut très bien sortir tous les plus beaux produits du monde dans un time to market super raccourci, mais si les équipes vont mal, on a raté une partie du défi. Alors du coup, j'ai dit qu'on allait parler d'Accelerate, et Accelerate en français, c'est accélérer. Alors vous allez dire, il n'est pas très cohérent. Il vient de nous dire qu'il fallait que ça soit durable, qu'il fallait que ça soit soutenable, et là, il vient de nous dire, on va accélérer. Alors, du coup, accélérer, c'est quoi? Vous avez vu, il y a le nageur. Bon voilà, je travaille chez Decathlon, donc vous allez acheter votre bonnet de bain, vos lunettes, votre maillot de bain au bon endroit, dans la bonne enseigne qui vend des articles de sport. Et puis vous vous approchez du bassin, vous plongez, et votre but c'est de faire de la natation. C'est-à-dire que votre but c'est de nager vite pour faire un effort physique, pour pouvoir vous dépenser, vous sentir bien. Donc au début, vous faites quoi? Vous battez des jambes, vous battez des pieds, vous respirez comme vous pouvez, et même pas au bout d'une première longueur, vous êtes essoufflé, et surtout, vous vous arrêtez. Vous avez été complètement contre-performant, vous n'avez pas du tout atteint votre objectif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas adopté les bons gestes. Et avant de vouloir accélérer, il faut déjà adopter les bons gestes. Et toute notre démarche a été construite sur cette hypothèse de dire on va adopter les bons gestes. On va apprendre à bien faire les choses avant de vouloir les faire rapidement. Voilà, vite fait, je vous donne du contexte et après je vous explique comment on a fait ça en 3 phases et je vous donne à la fin les impacts et quelques retours d'expérience. Donc moi je fais partie de l'équipe qui s'appelle Customer Growth. En gros, c'est la gestion des comptes clients chez Decathlon, la création des comptes et la gestion des données qui sont derrière. Donc ça veut dire qu'on crée les comptes, on gère les données, on fait du digital marketing avec, et surtout on donne accès à tous les utilisateurs de l'écosystème digital Decathlon au site internet pour acheter des produits, mais aussi à tout un tas d'applis qui vous permettent de faire du sport. Notre chemin, ça a été quoi? Il y a presque 4 ans, été 2019, il y a plus de 4 ans, pardon, été 2019, il y avait 3 équipes, on était une trentaine comme je vous disais, et en gros, il ne se passait pas grand-chose, il n'y avait pas de livraison, les équipes, elles n'avaient pas de but, elles ne savaient pas tellement bien travailler déjà au sein des équipes,
et les 3 équipes entre elles. Il n'y avait pas de synchronisation, pas de vision. Avec le leader qui est toujours en place aujourd'hui, on décide de changer les choses, de changer notre façon de travailler. On met en place les principes de base agile. Et là, au bout d'un an, en fin de compte, on a quelques équipes en plus parce qu'on a travaillé notre vision et on s'est dit, pour travailler cette vision, on a besoin de plus de monde et de découper les équipes, qu'elles soient plus petites et plus performantes. On voit les premiers effets avec des livraisons itératives, une meilleure synchronisation des équipes, une vision plus globale, mais aussi au sein des équipes, des visions dans chacune des équipes pour que ça donne du sens. Et on commence à mesurer et à analyser ce qui se passe pour se dire, en fin de compte, est-ce qu'on prend la bonne direction de ce qu'on veut faire. Sauf que, arrivé à ce moment-là, on se rend compte que il y a des problématiques de synchronisation entre les équipes et donc il y a besoin de faire un premier passage à l'échelle. D'où notre changement d'organisation qui atteint à la fin 2020, avec plus d'équipes, croissance qui continue. Là, on a un meilleur delivery de chacune des équipes. Les équipes ont compris qu'il fallait travailler en plus petits lots pour pouvoir mieux travailler. Et on a beaucoup moins d'effets bottleneck aussi dans tout ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose, on peut aller plus loin, pas seulement pour produire plus et plus rapidement. On sent qu'on peut aller plus loin pour les équipes aussi. Et c'est à ce moment-là, début 2021, qu'on rencontre Accelerate. C'est vraiment une rencontre. Et c'est à ce moment-là où on se dit, nous on est prêts et on va embarquer les équipes là-dedans. Voilà ce qu'on voulait. Comment délivrer plus de valeur rapidement, fréquemment et en toute maîtrise. En toute maîtrise, ça veut dire aussi pour que les équipes se sentent bien dans ce qu'elles font. Donc comment on a voulu accélérer? Nos 3 drivers, le bon produit, avec le bon delivery, mais surtout grâce à la bonne équipe. Et quand on commence à s'intéresser à Accelerate, on voit que ça va plutôt matcher avec ce qu'on a envie de faire. Pourquoi? Un peu de théorie. Donc, sur la partie Accelerate, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est issu d'un livre qui est la compilation d'un programme de recherche scientifique qui s'appelle DevOps Research and Assessment. Voilà, l'acronyme c'est DORA, donc il n'y a rien à voir avec le petit personnage de dessin animé. C'est sorti en 2018. C'est 4 ans de recherche. C'est une recherche dans laquelle ils ont impliqué 23 000 participants au travers d'une enquête dans différents types d'organisations IT à travers le monde. Alors, il y a des toutes petites structures, il y a des très grosses structures et dans différents domaines d'application. Je vous ai mis le QR code là. Ça renvoie directement sur le site du programme de recherche qui est toujours très actif aujourd'hui. Et ils ont mis quoi en évidence? Ils ont mis en évidence qu'il y avait 24 leviers d'efficacité pour développer et délivrer des logiciels. Et ces 24 leviers d'efficacité ils peuvent être mesurés grâce à 4 mesures. Donc ça, c'est ce qui était dit en 2018. Donc 4 métriques, 24 capacités dans 5 familles. Les métriques sont là. 2 métriques de débit et 2 métriques de stabilité. Les 2 métriques de débit sont le lead time for change pour mesurer le temps qu'on met à délivrer du code finalisé. La deuxième métrique, c'est la fréquence de déploiement en production. Donc là, on va voir à quelle vitesse l'équipe est capable d'apporter la nouveauté en production. Et 2 métriques de stabilité, parce que aller vite pour livrer n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc on va aller mesurer le taux d'erreur qu'on apporte en production, ainsi que le temps qu'on met à corriger ces erreurs-là. Je vais balayer vite fait les 24 capacités parce que, en fin de compte, vous pouvez les retrouver dans le lien que je vous ai donné juste avant. Mais c'est pour vous donner un aperçu de sur quoi on peut agir. Il y a des métriques très techniques, comme sur cette partie Continuous Delivery, avec du contrôle de version, du déploiement automatisé, de l'intégration continue et du delivery continu. Il y a un sujet sur, il y a un sujet sur la sécurité à intégrer au plus tôt pour pas recommencer le travail avec un aspect sécuritaire. Il y a pas mal de sujets liés au test avec l'automatisation et la gestion des données de test et d'autres principes qui sont un peu plus techniques. Il y a une famille sur l'architecture, c'est-à-dire
construire des produits dans lesquels l'architecture est faiblement couplée pour pouvoir être livrer des petits morceaux indépendants les uns des autres. Et un autre concept qui est de permettre aux équipes de choisir leurs outils parce que c'est eux qui connaissent mieux le travail et qui savent utiliser le meilleur outil pour pouvoir se faire. On ne va pas demander à un boulanger de venir utiliser un marteau pour pétrir son pain. Bah là, c'est un peu le même principe. Des principes qui sont liés plus fortement à l'agilité et au lean, avec la récolte de retours utilisateurs, bien identifier les flux de valeur et où est-ce que ça peut pêcher dans le flux de valeur, travailler en petits lots, on l'a déjà dit, et faire de l'expérimentation en équipe. On continue sur les pratiques lean avec limiter le travail en cours, donner du visuel dans le travail, monitorer et alerter, et favoriser des changements et des process de changement faiblement couplés. Merci. Et enfin, une partie culture qui rejoint un peu ce que Yads a présenté juste avant, notamment sur la partie transformational leadership. On va chercher à ce que les équipes aient beaucoup de satisfaction dans leur travail, qu'il y ait une culture générative et pas une culture pathologique dans les équipes, de la collaboration et surtout on va aller essayer de favoriser l'apprentissage. Voilà un petit peu l'état des lieux de tout ça. Aujourd'hui, Accelerate, c'est quoi? C'est des rapports annuels chaque année sur l'état de l'art du DevOps. C'est une liste de capabilities en constante évolution et très bien documentée. Vraiment, je vous encourage vraiment à aller sur le site dora.dev. C'est une mine d'informations et ça nous sert dans le quotidien d'une façon très forte. Il y a une 5e mesure sur l'opérationnalité avec la fiabilité de vos produits parce que, en fin de compte, délivrer des produits qui ne sont pas utilisés ou pas utilisables, on n'est toujours pas dans le but qu'on veut obtenir. Et une communauté Dora très ouverte et active. Le laboratoire de recherche est très accessible et il y a des Lean Coffee, il y a des partages, des présentations, des travaux de groupe. C'est vraiment très pertinent. Enfin, l'appui de Google qui est derrière, puisqu'ils ont racheté le programme il y a 3 ou 4 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Mais enfin, il y a tout un sacré support derrière avec Google. Voilà, j'en ai fini sur la partie plus théorique. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a pris ça en main et comment on a voulu mettre ça en place. Accelerate chez Customer Growth, c'était quoi? C'était une démarche globale. L'idée, c'était pas juste de dire bah, vous allez faire ça et puis on verra bien ce qui se passe. Non, on a voulu vraiment embarquer tout le monde pour que ça soit leur façon de travailler et qu'ils se l'approprient. On a fait ça en 3 temps. Une phase d'amorce pour aider à tout le monde à comprendre ce que on avait, notre intention et ce qu'on voulait leur apporter comme nouveauté. Une phase d'investissement parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut donner un coup d'accélérateur pour pouvoir être plus performant. Et une phase d'animation dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Donc le but, amener du sens, faire comprendre les mécaniques et surtout susciter l'intérêt des équipes et faire naître des initiatives. En fait, on voulait avoir des équipes prêtes à accélérer. Donc, première phase, la phase d'amorce. On a fait 3 choses. On a d'abord fait un kick-off. Et en gros, c'était faire ce qu'on est en train de faire là. Expliquer ce que c'est, donner de l'envie aux équipes et leur expliquer ce qui allait se passer dans leur vie dans les jours et les semaines qui allaient suivre. On a fait des ateliers d'appropriation pour que les équipes puissent bien comprendre ce qui se passe et ce qu'était Accelerate. Et des ateliers d'assessment parce qu'en fin de compte, au fil des différentes capabilities qu'on a vues tout à l'heure, je suis certain que vous avez des choses que vous dites, ben, nous on fait déjà, et il y a des choses où vous dites, ben, non on ne fait pas du tout. Donc objectif, permettre aux équipes de s'approprier Accelerate, la démarche, comprendre les capabilities, faire un bilan de ce qui est déjà fait et comprendre que c'est un moyen d'amélioration continue et qu'on peut toujours faire mieux. En fait, ce qu'on voulait surtout, c'était qu'ils se disent c'est notre outil. C'est à nous de le prendre en main pour qu'on puisse mieux travailler tous ensemble. Donc la partie appropriation, ça a été cet atelier qui a été imaginé par notre camarade Geoffrey Gravo-Zenica, où le but c'est sur une partie gamifiée
c'était de permettre aux équipes de s'approprier la démarche. Là, oh, pardon. Hop, voilà. Sur la partie droite, vous avez tous les résultats qu'on peut attendre, tous les outcomes qu'on peut obtenir grâce à Accelerate. Et sur la partie de gauche, vous avez toutes les capabilities. Et en fait, le but, c'est de partir de ce qu'on peut obtenir et essayer de remonter le fil et de se dire, si je veux que mon équipe déploie plus, qu'est-ce que je vais aller activer comme capabilities pour pouvoir faire mieux. Et on se rend compte que quand on vient automatiser des tests, eh ben, on gagne du temps pour faire des choses qui ont plus de valeur. Et si on fait des choses qui ont plus de valeur, ben, on a plus de fierté dans son travail. Pris tout seul, c'est pas évident que l'automatisation des tests permet d'obtenir ça. Mais au travers de cet atelier-là, on a pu permettre aux équipes de se rendre compte de ça. Par la suite, on a fait des ateliers d'assessment sur chacune des capabilities. On pose une question et on leur demande quel est leur niveau là-dessus, entre 1 et 4. Et surtout, on leur demande du contexte. Pourquoi vous avez mis cette note? Le but, c'était qu'elles puissent vraiment s'interroger sur leurs pratiques et identifier à la fin quelles sont les pratiques sur lesquelles elles sont déjà des championnes et quelles sont les pratiques sur lesquelles elles ont du travail à faire. Et à la fin de cette partie-là, le but, c'était qu'elles puissent identifier quelles étaient, en fin de compte, les 2-3 pratiques qu'elles avaient envie de travailler en priorité. Voilà, bilan de cette partie-là, c'était donc amener Accelerate par des ateliers permet une vraie appropriation. Les équipes ont compris la démarche et ça a été une étape cruciale pour lever des freins. Le but, c'était de donner le sens. On ne voulait pas que les équipes n'aient pas le sens avant de commencer quoi que ce soit. La deuxième partie, sur l'investissement. En fait, on a mis en place certains chantiers qui nous ont paru cruciaux pour pouvoir bien démarrer. Les objectifs étaient de mettre en place les prérequis techniques et l'organisation pour l'accélération. Choisir sur quoi on va d'abord accélérer, parce qu'on va pas. L'idée, c'est pas de tout travailler en même temps. C'est le meilleur moyen de jamais rien finir et d'échouer. Ensuite, on voulait donner la main aux équipes, qu'elles rentrent dans le concret, qu'elles prennent la chose entre les mains assez rapidement et démarrer une démarche de test and learn. Les 3 chantiers principaux qu'on a mis en place, c'était cette partie CI/CD commune. En gros, mettre en place l'infrastructure commune qui allait permettre aux équipes d'être plus rapides. Ensuite, basé sur cette CI/CD, c'était établir un workflow commun. Pas pour dire on va tous travailler de la même façon et vous n'avez pas le choix. C'était d'identifier en fin de compte quelles étaient les grandes étapes qu'on avait ensemble pour pouvoir construire un produit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste pris les workflows de chacune des équipes, on les a comparés et en fin de compte, elles avaient déjà un workflow commun. On a juste renommé chacune des étapes pour avoir le même langage. Et enfin, une méthode de mesure, parce qu'en fin de compte, le but, c'est bien d'identifier chacune des étapes, chacune des capabilities qu'on souhaite travailler, mais il nous faut une boussole, et la boussole, c'est les métriques, en fin de compte. Sur cette partie CI/CD, donc le challenge, c'était de pouvoir envoyer son code en production dans l'heure. Donc il fallait construire l'infrastructure nécessaire pour ça. On voulait avoir un minimum d'actions manuelles, voire pas du tout d'actions manuelles dans cette partie de déploiement. C'était d'avoir une façon unique de travailler au sein de la BU et aussi avoir une intégration native de la mesure de la performance. On va le voir après, notre mise en place de la mesure passe par toute une partie d'automatisation directement intégrée dans cette CI/CD. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a pris tous les tech leads de chacune des équipes, on leur a donné 4 semaines. Et c'est long, 4 semaines. Et on leur a dit, vous retournerez dans vos équipes uniquement quand vous aurez trouvé la CI/CD qui vous convient le mieux. La CI/CD de vos rêves, pour pouvoir justement être le plus performant possible. Et ça a été un vrai succès, cette partie-là, parce que on a tout de suite impliqué tout le monde, enfin les équipes et les personnes, ceux qui faisaient dans cette démarche-là. Et après, ça a été un outil qu'ils ont utilisé et qu'ils font encore évoluer aujourd'hui. Donc vraiment quelque chose sur lequel ils ont pu prendre possession. Ça nous a permis de travailler sur des plus petits lots. Aujourd'hui, les équipes utilisent des environnements éphémères
quasiment à l'image de la prod pour être au plus proche de ce qui se passe dans le quotidien du produit. On a des feedbacks rapides, à chaque développement au niveau sécurité, performance et intégration. Et on a une mise en place de la stratégie de test et de déploiement automatisé afin de pouvoir capitaliser de l'expérience, réduire les risques d'erreurs manuelles et de se concentrer sur des actions plus utiles. Donc vraiment, c'est vraiment là construire l'infrastructure, cette première étape. Si j'avais une comparaison à faire, c'est on a construit une autoroute. On a construit tous les éléments qui vous permettent à ce que tout ce qu'on va faire circuler dessus aille vite. Maintenant, il faut pouvoir choisir les bons éléments qui vont rouler dessus et pas faire rouler que des tracteurs ou que faire rouler que des convois exceptionnels dessus, mais avoir les voitures les plus rapides à faire rouler dessus. Donc, comme je l'ai dit, tout ce travail-là était lié aussi avec la mise en place du workflow. La mesure maintenant, pour finir sur cette partie d'investissement, au début c'était à la main parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Donc on a pris nos boards Jira, on a pris toutes nos étapes dans Jira et on a regardé le temps que ça passait entre le moment où on commençait à développer et le moment où on mettait en prod. Et à chaque sprint comme ça, pour chaque équipe, on fait des sprints de 2 semaines, à chaque sprint, on a calculé le lead time et la fréquence de déploiement pour essayer de dégager des tendances. Et ça, c'est vachement important. On n'a jamais dit aux équipes, on veut que vous atteigniez un lead time de 2 jours ou on veut que vous déployiez 30 fois dans la semaine. On n'a jamais fixé d'objectifs chiffrés. Par contre, ce qu'on leur a dit, c'est que on souhaiterait que vous vous améliorez, donc qu'on voit une amélioration continue, constante. Et que votre lead time, s'il est instable, d'abord stabilisez-le et essayez de le raccourcir au maximum. Pareil sur la fréquence de déploiement. Si vous n'avez pas livré depuis des mois, essayez déjà de livrer un petit peu plus régulièrement et ainsi de suite. C'était capital parce qu'en fin de compte, on ne les a pas focusés sur un objectif, mais on leur a laissé le temps de progresser. En fait, sur les graphes, donc là, on voit l'évolution sprint à sprint, mais on a mis aussi des tendances sur les 4 derniers sprints pour voir justement l'évolution un peu plus lissée et voir si les équipes progressaient. Sur la phase d'automatisation, le but c'était de rendre les équipes plus autonomes parce que faire les calculs à la main à chaque sprint, c'est pas très marrant, surtout pour ceux qui le font. Et pour le coup, c'était les Scrum Masters qui le faisaient dans les équipes. Mais l'idée, c'était de retirer ce geste. On est toujours dans cette optique d'amélioration. Et dans Accelerate, il y a beaucoup de choses qui passent par l'automatisation. L'automatisation de la mesure, on est exactement dans le bon état d'esprit. Donc, rendre les équipes autonomes, ne plus avoir la corvée de la mesure et limiter les erreurs. Comment ça se passe ? En fin de compte, on a une base de données dans laquelle on vient récolter tout un tas d'événements au travers des outils de développement et de déploiement. Et puis, ces données, on les met dans un data vise pour pouvoir donner la donnée aux équipes. C'est exactement la même chose que ce qu'on faisait avant, mais d'une façon automatisée. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans GitHub par Dora. Dora a mis en place un GitHub spécifiquement là-dessus et vous pouvez aller récupérer ça. C'est public et c'est très bien documenté aussi. Voilà, sur cette partie-là, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que c'est un investissement. C'est un investissement en termes d'argent, forcément, mais c'est un investissement aussi dans le temps, parce que sortir toute une partie des personnes dans les équipes pour former une petite équipe pour développer de la CI/CD, c'est un véritable investissement. Mais ça vaut le coup. Parce que du coup, on a des équipes qui sont fortement impliquées à la sortie de cette phase d'investissement. On a du concret rapidement. Et on a des impacts profonds sur l'organisation et dans la technique. En fin de compte, on change les gestes, on change les comportements, et par ce biais-là, on change la culture. C'était exactement, nous, notre intention Yad disait tout à l'heure, en fin de compte, on change les choses,
Et quand on s'en va, tout se casse. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait. En tant qu'agiliste, on veut que ça perdure et que quand on s'en aille, ça reste. L'idée était là, en changeant les comportements, en changeant les gestes, on changeait ça et de manière durable. La dernière phase, l'animation. L'animation au quotidien avec des ateliers spécifiques à fréquence définie, c'est propre de l'agilité, de faire des rituels pour maintenir ça. L'objectif, donc, c'est de permettre aux équipes d'animer leur plan d'amélioration continue, afin qu'elles puissent se connaître à tout instant, connaître leur niveau à tout instant, débriefer régulièrement de leurs performances, partager leur évolution, leurs succès, leurs échecs et leurs bonnes pratiques, parce que le but, c'était qu'elles puissent se parler entre elles et se refiler les petites astuces pour lesquelles elles ont été plus performantes, et avoir une base de connaissances toujours à jour et qui puisse servir la communauté. Je vais pas donner de recette magique parce que ça dépend du contexte dans lequel sont vos équipes et dans lequel vous êtes. Et presque, je vais vous donner la solution du feignant, c'est à vous de trouver vos solutions. Mais c'est vrai en fait. Il n'y a pas de bonne solution pour animer et tout dépend du contexte dans lequel vous êtes. Par contre, je peux vous dire ce que nous, on a pu constater. Un atelier de partage mis en place assez rapidement après les ateliers d'assessment où les équipes, le but c'était de faire un bilan rapide après quelques temps. Et on a pris les équipes et on a inclus leurs managers aussi avec eux parce que la solution est aussi avec les managers pour rendre plus performantes les équipes. Et l'idée c'était d'avoir les graphes, d'avoir les capabilities sur lesquelles ils s'étaient engagés à travailler et de faire un petit bilan assez rapidement. Et on l'a fait une fois par mois au début pour justement continuer à leur tenir un peu la main au début, mais assez rapidement qu'elles puissent être autonomes là-dessus. Et notre première victoire par rapport à ça, c'était les Scrum Masters qui nous ont dit c'est super intéressant ce que vous nous proposez, mais en fait, on le fait déjà. C'est les rétros. Nous, dans nos rétros, oui, on a un plan d'amélioration continue, on le débrief, on essaie de comprendre ce qui s'est passé sur le dernier sprint. Là, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous arrêtiez de faire ça. Et puis nous, on va mener nos rétros autrement. On va plus seulement se contenter de prendre le pouls de l'équipe ou de faire des ateliers fun pour essayer de faire sortir des actions pertinentes à faire travailler, mais on va aussi mettre en place ces éléments-là dans nos rétros avec une partie de débriefing de nos mesures au début de la rétro pour bien se mettre dans le contexte. Donc là, nous, quand on a vu ça, on était vraiment très heureux parce qu'on s'est dit, cool, après la partie tech, c'est la partie agilité qui prend le relais et qui prend son autonomie sur cette partie-là. Alors, au sein de l'équipe, on a mis en place des reviews, ce qu'on a appelé les member demo. Alors, c'est l'ancien nom de Customer Growth Member, on a appelé ça member demo. Le but, là, c'était pas de l'introspection, mais du partage. Chacune des équipes venait partager ses derniers chiffres, ses tendances, ses plans d'action, ses bonnes pratiques, une fois par mois, et toutes les équipes entre elles. Alors au début, on a entendu « Ouais, mais vous allez nous comparer, vous allez dire que cette équipe-là, elle est meilleure que celle-là, et que nous, on ne fait pas assez d'efforts. » Et ça, on a tué ça dans l'œuf. On leur a dit « Non, c'est pas le but. Rappelez-vous, le but, c'est que collectivement, tous ensemble, équipe après équipe, mais aussi notre équipe au global, on puisse progresser et que si vous avez quelque chose qui a bien marché, si vous avez quelque chose qui est pertinent, mais partagez-le aux autres. Et si vous avez des choses qui ne marchent pas, partagez-les aussi parce que du coup, ça évitera qu'on perde du temps à faire autre chose qui ne marche pas. Et ça a pris très bien et c'est dans tous les rituels qu'on avait pu mettre en place à l'échelle, c'était le rituel préféré des équipes. Parce que du coup, vraiment, il y avait ce moment où elles pouvaient être fières collectivement de ce qu'elles avaient pu avancer et ça a vraiment créé des moments de changement, des moments forts où la performance a vraiment connu un changement très fort par ces moments de partage. D'autres pratiques, donc démarche de petits pas, une chose à la fois. Prenez un truc, essayez de l'améliorer, et tant que vous n'avez pas fini ce truc-là, ne passez pas sur un autre truc.
Et souvenez-vous, je parlais tout à l'heure de limite de travail en cours. Dans le plan d'amélioration continue, on limite son travail en cours aussi. On ne va pas aller se lancer dans 25 chantiers en même temps. Donc cette idée de démarche un peu scientifique, on change un paramètre, on voit si c'est pertinent ou pas. Si c'est pertinent, on fait perdurer. Si c'est pas pertinent, on passe à autre chose. Embarquer les nouveaux arrivants parce que je vous ai dit tout à l'heure, on était 30 au départ, aujourd'hui on est 220, mais entre deux, il y a énormément de gens qui sont passés, qui sont arrivés, qui sont partis. On a créé des nouvelles équipes, il y a des équipes qui se sont arrêtées, il y a des équipes qui ont fusionné. Et dans tout ça, en fin de compte, il faut maintenir la culture. Et là où notre travail est très important aujourd'hui, c'est justement à chaque nouvel arrivant, on explique comment on fonctionne et on explique ce que c'est Accelerate et comment on voudrait que les gens rentrent dans ce jeu-là. Avoir un plan d'amélioration cross à toutes les équipes parce que du coup, il y a des équipes qui vont lever la main à dire moi je veux travailler mon monitoring. Ok. Et il y en a d'autres, là on se rend compte que sur les 15 équipes qu'on a, on en a 9 qui veulent travailler le monitoring. Alors plutôt que de les laisser toutes seules dans leur coin à travailler du monitoring sur lequel elles n'ont pas forcément l'expertise non plus, on crée des task force et on a un plan global sur lequel on vient dire le prochain trimestre on va travailler sur le monitoring et à la fin du trimestre le but c'est que toutes les équipes aient un monitoring pertinent pour qu'elles puissent bien comprendre l'état de santé de leurs produits. Et puis je l'ai déjà dit, mais impliquer les managers c'est quelque chose de super important parce que ils ont les clés de certaines choses. Ils vont être là pour supporter, pour challenger leur plan d'amélioration continue, mais ils vont aussi donner des moyens que les équipes n'ont pas forcément. Donc avoir les managers avec nous, c'est quelque chose de capital. Mais ça, dans l'agilité en général. Aujourd'hui, voilà ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc une espèce de cercle vertueux entre les différents acteurs de l'équipe au global. Les équipes travaillent leur plan d'amélioration continue. Les managers s'assurent que les équipes ont un plan d'amélioration continue parce que ça fait partie de notre quotidien de nous améliorer. Elles le challenge, elles supportent leurs actions. Et nous, les coachs, on essaie d'avoir toujours ce pas de côté, ce pas de recul pour essayer de voir un petit peu l'invisible des fois, les ressentis, auprès des équipes, auprès des managers. Et puis des fois, on vient faire les entremetteurs parce que le courant passe pas toujours bien. Mais le but, c'est de les aider et puis de conduire ce plan d'amélioration globale parce que c'est notre rôle d'essayer d'améliorer les choses à notre niveau aussi. Alors vous allez me dire, ok, c'est gentil, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous avez constaté des changements réels dans les équipes et est-ce que les équipes sont plus performantes? Est-ce qu'elles se sentent réellement mieux? Et la réponse est oui, on a des équipes qui délivrent plus. Là, sur cet exemple-là, cette équipe a choisi de refondre la CI/CD et de développer sur un mode trunk base. On a constaté que sur la partie fréquence de déploiement, cette équipe-là, sur les premiers sprints, c'était déjà pas mal. Elle délivrait 2 à 5 fois par sprint de 2 semaines. C'était déjà pas mal. Mais avec les changements, vous voyez que rien que d'avoir retravaillé cette partie-là, cette équipe-là, régulièrement, déploie entre 13 et 25 fois par sprint. Donc il y a un réel impact et il y a vraiment des choses qui changent dans leur quotidien. Là, c'est pareil. Sur le lead time, là, il y a une dégradation, mais en fin de compte, cette équipe-là, à partir du moment où elle a travaillé ça, elle a pu réduire et stabiliser son lead time. Alors, on ne voit pas très bien les chiffres, mais on est aux alentours de entre 2 et 5 jours pour délivrer quelque chose qui est commencé à développer et délivrer en prod. Alors, il y a des choses qui marchent, et puis on se rend compte des choses qui ne marchent pas aussi. C'est un formidable moyen de se rendre compte de ce qui ne marche pas. Là, potentiellement, cette équipe-là, elle avait réussi à plutôt bien stabiliser, à diminuer son lead time. Et là, en fin de compte, changement d'organisation dans l'équipe, plusieurs personnes qui partent, donc l'équipe est désorganisée. Et il lui a fallu un peu de temps pour se réorganiser et retrouver de la stabilité.
Et en fin de compte, quand elle est arrivée là, elle a tout de suite vu, et on a tout de suite fait la corrélation entre la désorganisation et le fait qu'il y ait une moins bonne performance. Et ce qu'on leur a dit, c'est pas grave, attendez, on va pas se mettre mal parce que votre lead time réaugmente. On va trouver la solution, on va retrouver la bonne organisation, on va se parler, et petit à petit, on va essayer de faire mieux. Et ça, c'était décomplexer les équipes par rapport à leur performance, c'est une chose vachement importante aussi. Donc voilà, des impacts observés, donc diminution des fois des équipes qui mettaient 15 jours à développer quelque chose à moins de 2 jours, une fréquence de déploiement qui était à peu près une fois et demie par mois à plus de 4 fois par semaine. D'un point de vue qualité, des équipes qui sont plus réactives quand il y a un problème, entre 5 jours pour résoudre un problème à moins d'une journée. Et puis, à la partie taux d'erreur qu'on apporte en prod, elle était déjà bonne parce qu'on voulait déjà avoir très peu d'incidents. Donc, par contre, c'est pas parce qu'on a été plus vite qu'on a dégradé ça et on est resté sur un bon niveau. Des équipes plus motivées par l'amélioration de leurs outils et des process, des équipes et des coéquipiers plus fiers, ayant plus de sens de leur action. Ça, c'est vraiment un impact et c'est vraiment un retour qu'ils nous ont fait. Des livraisons plus fréquentes qui deviennent un non-événement. Je vous promets que c'est vrai, les équipes livrent le vendredi à 5h30 et elles n'ont pas peur. Parce qu'elles savent que derrière, elles ont le bon alerting et s'il y a quelque chose qui tombe, elles sont capables de corriger tout de suite le problème. Et puis, une culture générative de Westrom renforcée par des pratiques lancées pas par nous, c'est les équipes qui ont décidé de faire ça d'elles-mêmes, du coding dojo, des communautés de pratiques. Ça, c'est pareil quand elles nous ont dit on veut prendre la main sur notre façon d'apprendre les choses et sur notre façon de partager, et on n'a pas besoin de vous. Ça a été une autre victoire pour nous aussi. Voilà, quelques facteurs clés. Avoir un socle agile solide dans les équipes, ça aide au départ. Donc, n'hésitez pas à travailler les bonnes pratiques agiles au départ. C'est une bonne partie du travail. Donner le choix des décisions, des priorités et du comment aux équipes. Nous, on a juste allumé l'étincelle, mais sur ce qu'elles voulaient faire et comment elles voulaient le faire, on leur a laissé pleine liberté. Ne pas tout faire en même temps. Prendre le temps d'expliquer le sens de la démarche au début, parce que si vous lancez des choses et que vous expliquez après, faut recommencer. Avoir un sponsor fort du management. Notre manager au début il a dit « Oh non, mais en fait on va le faire et ils n'auront pas le choix ». Et 6 mois après, il est revenu nous voir et il a dit « En fait vous avez eu raison de faire comme vous vouliez faire, parce qu'en fin de compte ça tient la longueur et moi ça n'aurait pas tenu la longueur ce que je voulais faire ». Donc aller chercher les managers, c'est un prérequis. Le bottom-up, c'est bien, mais le top-down, ça marche aussi. Il faut un petit peu des deux, en fait. Rendre visuelle la démarche pour faciliter la compréhension et l'appropriation. Les indicateurs sont des outils pour driver l'amélioration continue, ce n'est pas des objectifs. Avoir des référents dans chacune des équipes. Les meilleurs référents qu'on ait trouvés, c'est les Scrum Masters dans les équipes. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que pour être plus performant, du coup, il faut adopter les bons gestes pour nous et pour les équipes. Une dernière chose, alors un petit peu d'autocongratulation, on a postulé comme ça par hasard au Google DevOps Award et on a eu un award. On a été récompensé pour ça. Donc si vous voulez en savoir plus et sur la démarche et sur ce que Google nous a décerné, je vous ai laissé les deux QR codes juste ici. Et il me reste à vous remercier de votre écoute. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci à vous.